Bonsoir, merci d'être là. Hello. Soit en live, soit en différé, comme quelques jours par semaine. Hello, Swanton, merci d'être là. Comme toujours, c'est trop chouette. Oui, donc je disais, voilà, live du jeudi, puisque, allez, si tout va bien, je stream le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Et ben voilà, ce soir je suis encore là pour vous parler culture, actualité culturelle, de manière détendue. Et puis c'est sympa de vous retrouver. Voilà, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de monde après. On verra, mais en tout cas, voilà, c'est le moment pour moi de vous présenter le programme. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. C'est quand même un petit peu la base. Stream du jeudi veut dire stream, voilà, stream pas bricolé, mais presque, hein, parce que grosse journée de boulot derrière moi. Mais comme toujours, j'ai eu le temps quand même de lire des articles, des journaux, des revues, des sites internet et j'ai sélectionné quelques petites choses pour vous qui sont assez passionnantes. Alors, déjà, voilà, on va parler de cette série Phénomène, cette série sud-coréenne qui s'intitule Squid Game, c'est le jeu du calamar, c'est comme ça que ça se traduit. Phénomène, alors qui fascine, d'accord, succès incroyable, on va voir les chiffres, c'est assez hallucinant. Mais voilà, autant elle fascine, autant elle l'inquiète aussi. On verra que on s'inquiète, et notamment du fait qu'elle soit visionnée par des jeunes, voire très jeunes. J'ai trouvé un article de Libé qui est super intéressant, de Libération. Pourquoi ? Parce qu'il analyse les raisons du succès. Parce qu'on verra qu'il y a déjà eu des séries un peu sur ce style-là, type Battle Royale, on verra ce que c'est, mais qui n'ont pas eu autant de succès. Donc pourquoi là, ça cartonne à fond ? Cet article proposait aussi une petite critique de la série, parce qu'ils ont vu la série en entier. Moi, j'ai vu que le premier épisode, que j'ai vu un peu entrecoupé hier, un peu ce matin, donc je pourrais quelque peu vous en parler. Pas comme Libé, mais un petit peu. Et cet article montre aussi la toute puissance de Netflix, encore une fois, et à quel point ils peuvent avoir une influence. À ce point-là, vous verrez que c'est assez dingue. On parlera aussi d'un sujet qui n'est pas toujours facile, mais en ce moment, il y a des actualités littéraires là-dessus. On va parler de la guerre d'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs bouquins qui sortent et qui donnent le point de vue de certains Français qui étaient là-bas en Algérie durant cette fameuse guerre. Pour les plus jeunes, peut-être qu'ils ne sauraient pas. Et puis pour les autres, comme moi, j'avais besoin d'un petit récap sur les dates, les pourquoi du comment. Voilà, la guerre d'Algérie, c'est une guerre qui a duré... qui a duré quelques années et qui a pris fin en 62. Et à la toute fin de cette guerre, vers 61, l'indépendance se profilait, indépendance pour l'Algérie. Et puis, en 61, parmi les Français, il y a deux camps qui s'opposaient. Et on en a peu parlé. Pourquoi ? Parce que déjà c'est tabou, il y a des choses pas terribles qui se sont passées. Et parce qu'il y avait peu de témoignages, tout a été détruit, les documents, etc. Et paraissent en ce moment deux livres qui s'intéressent à deux personnes qui sont des deux camps opposés et qui forcément ont vécu deux choses différentes, mais vous allez voir que c'est assez hallucinant. Et on apprend pas mal de choses. C'est pas folichon, hein, je vous l'annonce tout de suite, mais c'est intéressant quand même de le savoir. Et on va parler aussi, si j'ai le temps, du penchant qu'ont les Français, qu'auraient les Français, et les intellectuels français, vous savez, tous ceux qui réfléchissent pour nous, mais dont c'est le travail quand même. Pourquoi ? Pour le malheur et le déclin. Oui, on a cette tendance à être fasciné par ça, et voilà, on se complaît un petit peu dans ça. Pourquoi ? C'est l'Express qui nous en parle. Et puis on fera un tour dans le monde des ados, c'est vachement bien. C'est le dernier numéro, il vient de sortir, qui est notamment centré sur les sorcières d'hier et d'aujourd'hui. Oui, c'est bientôt Halloween, donc bon, un thème sorcière. Mais non, mais on apprend trop de choses passionnantes que moi je ne savais pas. Et vous verrez, c'est juste passionnant. Bref, voilà, c'est le programme du soir. Et on va tout de suite commencer par la revue de presse et on va parler de cette série. Cette série Phénomène. Je prends mes notes et je suis à vous tout de suite. Et oui, on va parler de cette fameuse série, mais même si vous n'avez pas Netflix, parce que c'est une série Netflix, forcément vous en avez entendu parler tellement c'est un succès de malade. En fait, je vais vous dire les chiffres après, mais je crois que c'est en passe de devenir le plus gros succès de Netflix. Et cette série, elle s'intitule Squid Game. C'est une série sud-coréenne
Et elle fascine à un point. Elle est pas inintéressante. Franchement, j'ai vu le premier épisode. Mais elle inquiète aussi, pourquoi? Parce que ça touche les plus jeunes qui veulent absolument regarder, sauf que c'est une série interdite aux moins de 16 ans, et pour cause, on le verra. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi ça a autant de succès, pourquoi ça fascine, de quoi ça parle. Et Libération propose un article, c'est un article qui date d'hier, qui est super, qui est top, parce qu'on comprend tout, et on comprend pourquoi, maintenant, ça a autant de succès. Je vais me connecter à mon article, qui est ici, si tout va bien. Voilà, c'est le Libération d'hier. Voilà, avec cette une. Alors déjà avec la une, on comprend. Voilà, le phénomène coréen suscite un engouement mondial. C'est pas que sud-coréen. Au contraire, d'ailleurs, ça a commencé doucement chez eux. Révélant les affres d'une société post-Covid angoissée. Ben oui, parce que si ça a autant de succès, vous avez peut-être la clé là, dans ce qui est dit ici. C'est peut-être parce qu'on vit une époque un peu... Voilà. Et ça nous parle pas mal, en fait. Pourquoi? Parce que c'est une société avide de trash, de complotisme et de critique sociale. Alors, on va comprendre ce que ça veut dire. On va aller dans l'article. Voilà, c'est du gore, il y a beaucoup de violence, mais disons que ça nous fait réfléchir. C'est pas forcément de la violence pour la violence. Un peu comme à l'époque, il y avait eu, je me souviens toujours de ce film là, Orange Mécanique, on se disait ouais, c'est un film hyper violent, que c'est un film violent, mais en fait c'est un film sur la violence qui parle de violence. Je sais pas si vous voyez un petit peu la subtilité, mais voilà, c'est pas la violence pour la violence, c'est vraiment, il y a une réflexion derrière tout de même. Alors on peut commencer par l'éditorial qui est ici, et l'éditorial, vous savez, c'est censé être la seule partie du journal dans laquelle quelqu'un s'exprime. En général, c'est un journaliste ou le rédacteur en chef et qui dit ce qu'il pense réellement. L'autre partie du journal est censée être plus neutre. Bref, l'éditorial est marrant, mais c'est marrant parce que ça commence comme ça. Ouvrez Google et tapez 45 dans la barre de recherche. La première suggestion qui vous est faite, c'est a priori 45 milliards de je sais pas comment dire en sud-coréen, won, je pense qu'on dit won peut-être, en euros. Alors moi, je rigole parce qu'en fait, moi, j'ai fait cette recherche à midi. Je suis pas tombée du tout sur ça, donc je ne sais pas. Pourtant, c'était sur Google et tout, donc je ne sais pas. Voilà, le premier résultat qu'on m'a donné et les suivants, c'était la page Wikipédia du département du Loiret. Vous saurez que c'est le département 45. Donc oui, alors, en dehors du fait de savoir si, ok, c'est vrai ou faux cette recherche, n'empêche, il y avait vraiment un phénomène, un impact du phénomène Squid Game. Et tout l'intérêt de cette série qui parle avant tout d'argent. C'est peut-être là la clé du succès. Alors allez, on part sur les chiffres. 45,6 milliards de won, je pense qu'on prononce comme ça. C'est à peu près 33,2 millions d'euros. C'est quoi? C'est le butin à remporter dans le jeu mortel au centre de la série Netflix du moment, en bon chemin pour devenir le show le plus vu de la plateforme de streaming. Alors, jeu mortel, ça nous fait penser forcément à ces fictions qui sont basées sur le même principe, c'est-à-dire un jeu, il reste un seul survivant. En gros, tout le monde meurt sauf un. On connaît par exemple Hunger Games, mais oui, c'était une dystopie qui est issue d'un roman jeunesse qui a été adapté au cinéma. Très très bonne dystopie d'ailleurs, on est vraiment dans cette ambiance-là. Battle Royale, bien sûr. Oui, il reste un seul survivant. Il y en a eu plein, il y en a que je connais pas. Running Man, je connais pas. Le Prix du danger non plus. Mais voilà, c'est pas nouveau ce principe-là. Sauf que là, ça cartonne vraiment de façon incroyable. Il faut peut-être aussi relever le fait que les personnages qui sont là dans cette série-là, ce sont des personnages qui sont issus des franges les plus marginalisées de la population. Donc on le voit dans le premier épisode, on a notamment ce joueur maladif, en fait obsédé par l'argent. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas hyper riche à la base, mais il est vraiment obsédé par l'argent et il devient taré, quoi. Il joue au tiercé, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais aux chevaux, quoi. Et il est complètement dans son obsession, dans son malade, au point d'en oublier sa fille, au point d'en oublier sa famille. Voilà, donc ça c'est un des personnages un peu marginal, mais on a aussi un migrant pakistanais. Et on a d'autres personnages qui sont pas forcément des héros de base. Donc peut-être que là, ça fascine déjà. Le principe, voilà, ils doivent jouer à des jeux, mais à des jeux d'enfants. Et peut-être que c'est pour ça que ça fonctionne aussi, parce que on est dans une époque, là, on est dans une période où on aime bien tout ce qui est un peu régressif, un peu enfantin. Voilà, les cartes Pokémon, on l'a vu récemment, d'autres choses aussi. Le t-shirt de rock, on avait parlé du t-shirt de rock. Jeu enfantin. S'ils perdent, ils meurent. Il ne restera qu'un qui va remporter ce gros lot. Qu'est-ce qui fait de cette énième dystopie un succès planétaire? C'est une question qui est posée par Lorraine Provost.
dans l'éditorial. Est-ce que c'est l'extrême violence? Parce que, mine de rien, ça fascine toujours un peu l'extrême violence. On critique, mais on a cette curiosité un peu malsaine qui fait que finalement on aime bien voir des choses violentes. La référence au camp d'extermination, parce que oui, il y a des références à l'histoire, réfléchis quand même dans cette série. L'aspect régressif des jeux de cours de récré, c'est l'aspect régressif en général. La culture sud-coréenne, ça c'est un point d'interrogation qui est intéressant. Pourquoi? Parce que il y a un mood sud-coréen en ce moment avec par exemple la K-pop, on en avait parlé il n'y a pas trop longtemps. Voilà, tout ce qui est sud-coréen, ça cartonne pas mal. Il y a eu un film aussi sud-coréen qui a remporté la Palme d'Or à Cannes, c'est Parasite. Bref, ça a pas mal de succès, tout ce qui est coréen en ce moment. La toute-puissance de Netflix qui fait que, allez, parce que c'est Netflix, ça a du succès. En gros, c'est la question qu'on peut se poser. Libération, en tout cas, Lorraine Provost dit non. En fait, pourquoi ça fonctionne? Parce que le truc, c'est quoi? C'est l'argent. Et l'argent, est-ce que c'est pas notre obsession? Notre obsession encore plus maintenant qu'on est dans un monde où pas mal de gens galèrent. L'anxiété, voilà, de ne plus en avoir dans un monde covidé, qui nous a un peu tous mis à mal, et certains encore plus que d'autres, où les milliardaires en plus se frottent les mains. Ben oui, on n'a jamais été dans un monde aussi plus clivant qu'en ce moment. Vous avez les tout riches et vous avez les tout pauvres, et les gens qui subsistent au milieu aussi, dans ce monde un peu clivant et angoissant. Avec aussi cette angoisse de finir endetté pour beaucoup. Voilà, Squid Game, c'est un peu le symbole d'une société qui serait une sorte de produit anticapitaliste de l'époque, avec un petit peu de théorie du complot derrière, donc ça fonctionne plutôt bien. Hello Caronix, mais ça va. Un petit peu fatiguée comme les jeudis, là, cette journée très intense, mais écoute, trop contente d'être là ce soir. Oh, j'ai mon œil qui tressaute, mais il faut que je prenne je prenne du magnésium, parce que mon œil qui serait... Je sais pas si ça vous arrive des fois, mais là, j'ai mon œil, il part. Il part. Et toi, comment vas-tu, Caronix? J'espère que ta journée s'est bien passée, ouais, que t'as lu des petites choses aussi. Et je sais pas où ça en est ton montage vidéo, n'hésite pas à nous redire, parce que tu t'étais lancé dans une vidéo, donc on attend le fin mot de l'histoire. Là, on parle de la série Squid Game, j'ai vu un épisode pour vous en parler quand même un petit peu. Mais en tout cas, le côté fascinant, l'engouement, tout ça, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Ah, car je suis pas rentable. Alors, ça, c'est un peu gavant. Et c'est ce que je reproche des fois, notamment à des booktubers ou des gens qui sont Instagram qui critiquent des romans, c'est que c'est à la chaîne, mais on voit qu'en fait, des fois, ils ont même pas forcément lu le livre, ils sont pas dedans. Donc ça fait trop mal au cœur quand je vois qu'il y a des personnes comme toi qui sont investies, qui lisent et tout, et les éditeurs les jugent pas rentables pour en faire la promotion ou pour en faire les critiques. Et ça, c'est trop dommage, mais je reproche trop le truc à la chaîne, là, qui est un peu emblématique de notre époque. C'est un peu ça. En plus, c'est intéressant leur ouvrage. Ouais, ça, c'est pas cool. Ah, t'as déjà posté 3 vidéos? Mais non, il faudrait que j'aille voir. Il faudrait que j'aille voir sur ta chaîne. Bref, du coup, on parlait de cette série-là. Et on a déjà, une idée du pourquoi du succès. Et on a quand même une lecture optimiste de ça. Ok, ça nous décrit une société un peu... Voilà, où les gens deviennent tarés aussi. Mais ça parle des dangers de l'endettement. Mais pourquoi ça a autant de succès? Peut-être parce que, en fait, ceux qui devraient en parler, notamment nos responsables politiques, à part pratiquer la langue de bois et l'hypocrisie, voilà, ils en parlent pas tellement, ils font pas grand-chose. Donc finalement, la série, elle en parle à la place des autres, et c'est peut-être pour ça aussi que ça fonctionne. Je trouve que c'est pas mal comme analyse. Moi, je pourrais rejoindre Lorraine Provost, qui n'est pas la sœur de Franck Provost. Attention, Caroline, je deviens forte en vanne, comme toi. On rentre dans l'article plus précisément avec un exemple assez fou, quoi. 5 heures de queue pour les chiens biscuits. Mais oui, il n'est pas encore 9 heures quand les fans se pressent dans le 2e arrondissement de Paris. Pourquoi? Parce qu'il y a un café qui s'est formé pour l'occasion, estampillé Squid Game, et qui vend les fameux biscuits qui sont là dans la série. En fait, il y a un des jeux de la série. En fait, c'est quoi? C'est qu'il faut grignoter le biscuit, qui est un gâteau traditionnel coréen, sans qu'il s'abîme. S'abîme, il se casse, en gros, vous êtes mort. Bref. Il y a des gens, des fans, mais moi je comprends pas des fois la folie humaine, ça me perturbe en fait, qui sont au point de créer une émeute quand même, qui sont allés là, qui ont attendu 5 heures pour juste acheter ces biscuits.
quoi. Voilà. Mais sinon, on peut les fabriquer à la maison aussi, faire un petit beurre et tout, comme ça, et puis vous pouvez vous amuser à la maison, hein, c'est bien aussi. Mais bref, ça montre quand même que ça rend fou, quoi. Ça rend fou, et c'est assez dingue. Scénar, on l'a vu, mais là, on l'a plus précisément noté. 456 paumés de la vie seront en compétition pour conserver la vie. Hein, mais personne là ne va mourir à Paris, même si ça a créé une sorte d'émeute assez folle. Squid Game, le jeu du calmar, comme ça qu'on dit, du nom d'une sorte de marelle pour enfants en Corée du Sud. C'est expliqué tout au début de l'épisode 1. En fait, on voit cette sorte de marelle, sauf que ça reprend en plus les codes un peu du gaming, des jeux vidéo, des PlayStation avec le rond, le triangle et le rond, le triangle et la croix. Il en manque un. Mince, je sais plus. Et en fait, c'est une sorte de jeu de marelle. Et si, enfin, il y en a qui attaquent, il y en a qui défendent. Et si vous sortez du truc, en gros, bah, vous êtes éliminé. Sauf que là, c'est version en vrai, quoi. Et c'est bien expliqué au début de l'épisode 1. Et c'est, alors, pour le coup, en plus, c'est hyper bien filmé. Je trouve qu'au niveau esthétique, c'était bien mené. Franchement, ils sont bons, les Sud-Coréens. On est dans quelque chose de, voilà, tout de suite dans le truc. Esthétiquement, voilà, ça match tout de suite. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que nous dit l'article aussi? On passe de devenir la plus grande série de Netflix. Un titre détenu jusqu'alors par la saga Fleur Bleue. Mais oui, que j'adore, moi. La chronique des Bridgerton. Mais bon, ça n'a rien à voir. Et moi, j'arrive plus trop à regarder des trucs hyper violents. Avant, j'arrivais. Maintenant, ça m'atteint beaucoup plus. Donc, j'ai vachement de mal à regarder des trucs un peu trash. Mais je me suis fait un peu violence là pour le coup. Des péripéties perverses, bah oui c'est ça, pour payer leurs dettes ou aider leur famille, tous ont besoin d'argent désespérément, c'est ça qui est tragique dans la série, au point de participer à un tournoi de jeux mortels, de si possible, on l'a vu, on le sait. Premier épisode, c'est centré sur un premier jeu, bon, on a la présentation des personnages, on a aussi, ces personnages qui se réveillent, qui ont été gazés, qui se réveillent là, avec tous les autres, et qui comprennent qu'ils sont là, dans le jeu, parce qu'avant ils ont signé une petite clause, machin. Ils sont là et ça y est, ils doivent jouer le premier jeu 1, 2, 3 soleil. Et ça fait peur, pourquoi? Parce que ce jeu-là s'invite dans les cours d'école, dans certaines cours d'école. Voilà, on s'amuse à faire comme dans la série, sauf que c'est pas très éthique, c'est pas très moral, c'est très violent, donc forcément c'est normal que ça fasse peur. Et surtout que ça s'engouffre sur les réseaux sociaux, comme TikTok, ben voilà, là. Après le harcèlement anti-2010 sur TikTok, on a un nouveau hashtag Squid Game qui cumule à lui plus de 36 milliards de vues. Et sur lesquels quand même il y a des challenges qui sont proposés qui sont pas terribles. Non mais là les jeunes, non, stop, c'est pas possible. Et les jeunes, c'est pas possible. On peut pas regarder cette série, j'ai vu le premier épisode, j'ai dit mais non quoi, c'est... Voilà, mais les jeunes, l'interdit, voilà, et parfois il n'y a pas trop de surveillance non plus, les parents ne se rendent pas compte non plus, on va pas non plus blâmer les parents à tout va. Mais c'est fou quand même, au collège, hein, je le vois bien, hein, ils en parlent beaucoup. Il y a des sixièmes aujourd'hui qui m'ont demandé s'il n'y avait pas des livres en rapport avec Squid Game, donc bon, j'essaye de pas les accabler non plus, les élèves, je dis, bah t'es sûr que tu peux regarder ça, parce que tu sais qu'un peu trash, tout ça. J'essaie de faire un peu de pédagogie, mais je crois que il y a une sorte il y a une sorte de la violence, enfin, ça leur passe comme ça, la violence, mais là je le vois avec les mangas des fois aussi, ils ont totalement l'habitude de la violence que ça leur fait plus rien en fait, hein. Voilà, mais ils veulent regarder ça. Ma fille me dit, je peux regarder? Non, je peux regarder? Non, je peux regarder? Non. Et ça sera non, 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 parce que c'est pas possible. Pareil, ben ouais, ça me rassure que certains pensent comme moi, parce que là je me dis, quand même ça me fait peur, ça fait vraiment, vraiment, vraiment peur. Et puis sur YouTube, voilà, sur tous les réseaux sociaux, en tout cas, on en parle. Perso, ça ne m'attire pas. Plus on en fait, plus j'ai envie de regarder. Alors moi, ça peut me faire ça. Ça me fait beaucoup ça pour les bouquins, moi. Genre, oui, c'était quoi Au revoir là-haut. À un moment, ça a eu beaucoup de succès. J'ai mis 3 ans à le lire. Pour les bouquins, ça me fait toujours ça. On me dit de le lire et j'attends. Ah non, 2 ans, 3 ans. Et enfin, je lis. Pour les séries, moi, j'ai quand même toujours une sorte de curiosité où à un moment, je vais regarder quand même. Et là, j'ai regardé le premier épisode parce que je voulais quand même vous en parler un petit peu. Et très honnêtement, je regarderai la suite parce que, voilà, si on est adulte, on a un peu on a de la maturité, on peut faire la part des choses. C'est une série qui est intéressante. Alors après, apparemment, d'après Libé, bon, c'est pas toujours égal selon dans l'avancée de la série, mais voilà, moi je la trouve quand même super intéressante. Mais pas du tout pour les jeunes, quoi. Pas du tout, du tout, du tout.
Et c'est les internautes eux-mêmes qui ont aussi fait le buzz. Ok, il y a tout un truc Netflix, marketing et tout, mais les internautes ont vachement fait évoluer la chose en buzz. La fiction crève aussi la réalité, nous dit l'article de Libé. Dans les lycées, on recrée des challenges. Bah oui, c'est ce que je vous disais, c'est que oui, on fait ça. Summer 2-3 soleils, on se distribue des invitations parce que au départ, c'est sur invitation, machin. Pour l'instant, il n'y a pas eu de choses dramatiques, mais c'est vrai que ça alerte et des fois, il ne faut pas le prendre à la légère, ce genre de choses, parce que voilà, ça peut vite dévier. Donc, moi, je comprends que ça puisse faire un petit peu peur. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ouais, Squid Game appuie sur... Ah oui, j'ai loupé ça. Ici, oui. Pourquoi ça fonctionne? Ultra-violence, critique sociale, complotisme, Marcel Combo. Mais en même temps, ce sont des thèmes passionnants. C'est ça qui est un peu paradoxal. C'est que on a envie de dire non, on ne veut pas la regarder, mais pas aux plus jeunes, mais en même temps, c'est passionnant. Mais pour les plus grands. Ouais, et je crois même qu'elle devient de plus en plus gore en avançant les épisodes. D'où la une... merci d'être là, d'ailleurs. D'où la une où on voit vraiment le visage... Vraiment dans le gore pur, quoi. En Belgique, quelqu'un de 10 ans s'est fait tabasser parce que... Alors, je pense qu'il y aura plein de faits divers là-dessus. Mais voilà, s'enferme voilà, la morale et tout. Je pense qu'il faut pas prendre ça à la légère parce que on sait que les jeunes sont quand même vachement influençables. Ils ont des fois des idées un peu, voilà. Donc, à suivre. À suivre. Mais bon. Après, on peut dire à des jeunes, faut pas. Ils vont faire le contraire. Alors, il faut peut-être accompagner. C'est peut-être là un peu la clé. Ouais, peur du mimétisme. Ouais. Et ça fait peur aux parents. Moi, ça me fait flipper. Alors, pas parce que ma fille, elle va jouer à ça dans la cour, parce que je pense vraiment. Je pense qu'elle est mature. Elle est mature. Vraiment. Mais j'ai peur qu'elle regarde en cachette et qu'en fait, la violence, même si on la voit pas comme ça peut quand même nous marquer. Et après, qui sait, voilà, qui sait ce que ça fait après. Ouais, mais elle est quand même vachement intéressante. Alors, les trois, voilà, ultra-violence, critique sociale, complotisme, mortel combo. C'est, voilà, montre-moi à qui tu joues et je te dirai qui tu es. C'est une sorte de Maxime un peu tarte à la crème, nous dit Libération. Ok, c'est vrai, un peu simpliste. Mais n'empêche, c'est ça. À quoi joue-t-on dans la série Netflix? Et ils reviennent sur ce côté vraiment domaine de l'enfance. Parce qu'on est à fond dedans en ce moment, c'est vrai. Ce côté un peu nostalgique, un peu régressif. Et puis un titre qui colle à l'ère du temps, qui a fait de la cour de récré l'alpha et l'oméga de l'imaginaire. Ben ouais, c'est un peu... Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Raz-de-marée médiatique autour de ce phénomène coréen. On en viendrait même à oublier que la Corée est quasi absente de la série. C'est vrai qu'il y a un côté très... ouais. Alors, il y a un peu de Corée dans la série, voilà, avec des clins d'œil, avec le petit biscuit, par exemple. Mais c'est très... c'est ce que nous dit Libé, c'est quand même très centré américain, quoi. On est dans une vision pas forcément sud-coréenne. C'est dommage, quoi. C'est dommage parce que c'est pas forcément ancré, alors que c'est quand même une série sud-coréenne, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a aussi qui est dit, qui peut être relevé? Ouais, un univers visuel. Alors, c'est vrai qu'au niveau visuel, franchement, il y a quelque chose. C'est vrai qu'on est beaucoup dans les couleurs, dans l'esthétique, dans les formes. Enfin, on a des choses qui paraissent simplistes, mais qui fonctionnent, quoi. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà, les participants, par exemple, se baladent en uniforme de prisonnier. Là, on le voit. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de percutant, une sorte de rose et de vert, comme ça. Hommage aux manettes PlayStation rond, carré, triangle. Ah, j'avais mis croix, moi, mais voilà. Ouais, je pense qu'il y en a, il y a les quatre. Partition très rodée des survivals, ouais, c'est ça qui font florès en manga depuis des années. Et il y a eu une autre série sur Netflix qui s'intitule Alice in Borderland, qui a eu moins de succès, mais qui maintenant a du succès parce que cette série a du succès et que bah, du coup c'est recommandé. Voilà, il y a une sorte de parallèle qui se fait. Mais ça a déjà existé, mais on est tellement dans une époque où finalement ça nous parle, ce côté un peu malsain et à tout prix de l'argent et angoisse, que ça fonctionne plutôt bien. Qu'est-ce que ça nous dit à l'article de Libération aussi? Ouais, Squid Game appuie sur tous les boutons. Bah oui, une grosse louche de complotisme. Ça fonctionne bien, on est quand même à fond dedans. On l'a vu et revu ici dans ces streams. Une société secrète ultra pyramidale. C'est vrai que voilà, on est sur de hiérarchie. Vous avez les bas-fonds, vous avez la population voilà, bien pauvre, et voilà, une sorte de hiérarchie, mais en même temps, le monde est fait comme ça. Un type en noir qui parle anglais. Ouais, c'est ça, comme à peu près 42% des méchants de drama parano japonais et coréens. C'est ça qui est dommage, en fait. Hein. C'est ce qui est critiqué. Une pointe de dénonciation molle de la brutalité capitaliste.
Bon, moi je trouve pour l'instant c'est pas très mou, hein, au contraire. Mais j'ai pas vu la suite, ceci dit. Une bonne grosse dose de moralité, ça c'est la critique de Libé, puisque la série établit très clairement des distinctions entre bons et méchants prisonniers. Alors effectivement, il faudrait pas que ça tombe dans le tout manichéen, c'est bon, c'est méchant, puis il n'y a pas entre deux, pardon, et je pense qu'il faudrait pousser un peu la réflexion. Bref, ce qui est assez original, nous dit Libération, c'est une sorte de coulisses de la vie des tortionnaires qui est montrée, et on peut ainsi les suivre lors de leurs ateliers pâtisserie et crémation. Okay. Mais en vérité, Squid Game n'a rien d'exceptionnel, sauf son succès, nous dit Libé. Donc à voir. J'essaierai de me faire un peu plus d'idées. Je vais regarder la suite, mais ouais. Si ça tombe dans le gore, il faudra que je sois bien accrochée. Ouais, j'ai du mal, mais pourquoi pas. Et puis Netflix, bah oui, Netflix, c'est un géant acheté du local, vous le savez. Netflix tient beaucoup, et ça fonctionne en fait, hein. On pourrait croire que voilà, américains, ils vont réaliser que des choses très américaines et tout. Mais ils investissent beaucoup dans les productions, les réalisations étrangères. On l'a vu avec le succès de Lupin, purement français, mais qui en fait a connu un succès mondial. Et il y a pas que ça, hein. Il y a d'autres séries aussi. Danemark aussi. Alors je connais pas par contre. Octobre, la série Octobre. Allemagne. Alors je connais pas. Dark Tribes of Europa. Espagne, voilà, Casa de Papel. Bien sûr que ça a eu du succès, mais alors, dernière saison, au secours. De Pologne. Voilà, c'est vraiment une volonté Netflix, et ça fonctionne plutôt bien. Même si ça reste quand même très américain aussi, après, dans l'exploitation de la série, dans la réalisation. Et c'est ça qui peut être un peu dommage. Et puis c'est marrant parce que en fait, du coup, ça cartonne tellement la série que ça en devient un produit capitalisme par excellence. Je sais pas si je crois que je l'ai lu dans l'article. Mais c'est marrant parce que du coup, ça devient paradoxal parce que ça dénonce le capitalisme. Mais du coup, ça en devient tellement un succès mondial qu'il y a business, argent, produits dérivés. On est vraiment dans le tout capitaliste. Donc finalement, c'est hyper paradoxal. Et une sorte de mise en abîme un peu bizarre comme ça. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, donc il y a plein de points de vue dans cet article-là. D'un correspondant aussi à Séoul qui c'est intéressant, il nous dit la façon dont la Corée du Sud s'est emparée du truc. Et il faut savoir qu'en fait, au départ, ça n'a pas eu tellement de succès en Corée du Sud. Hein. Voilà, et puis finalement, ça a pris de l'ampleur. Et fin septembre, la réplique des décors installés dans une station de métro de Séoul a dû être retirée prématurément. Pourquoi ? Parce qu'il a retiré trop de monde en plein pic Covid, donc forcément, pas très Covid, quoi. Pas très, comment on dit, Covid-friendly, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Il y a aussi il y a un numéro de téléphone qui a été dévoilé dans la série. En fait, c'est le numéro de téléphone d'un vrai gars. Il a été harcelé et tout. Et pour ça, c'est des anecdotes comme ça. Un des candidats à la présidentielle lui a proposé 72 000 euros pour le rachat de sa ligne. Bref. Mais c'est juste pour vous dire à quel point ça va loin. Et ils ont regardé au départ le succès comme ça. Et puis, ils ont regardé plutôt les étrangers se prendre au jeu de la chose. Mais en tout cas, on peut pas nier qu'il y a quelque chose qui se passe en Corée du Sud, et il y avait déjà ce succès absolument phénoménal de la K-pop avec le boys band BTS, le chanteur Psy avant, je sais pas si vous vous souvenez, c'est Gangnam Style avec cette chorégraphie, voilà. Et aussi au cinéma avec le film Parasite qui a été récompensé d'un Oscar. Et donc il y a quelque chose qui se passe. Mais on va conclure là-dessus. Cette série est le fruit du contexte socio-historique, le fait que la situation particulière du pays, la Corée du Sud, hein, entre en résonance avec la situation du capitalisme mondial. Et c'est la raison pour laquelle le public du monde entier s'est enthousiasmé pour ce drame. Donc voilà, en conclusion, série quand même intéressante. Franchement, on peut pas dire qu'elle soit... voilà, elle fait peur peut-être parce que une influence sur les jeunes, et voilà, moi je peux comprendre, notamment en tant que parent. Mais série intéressante parce que voilà, ça fait réfléchir. À voir après si ça, sur la durée, ça tient et ça a une vraie réflexion jusqu'au bout. Mais voilà, je peux comprendre le succès. En plus, esthétiquement, c'est pas mal. Mais on en reparlera, je pense, de ça parce que c'est pas prêt de se calmer, hein, le succès de cette série. Autre sujet que je voulais vous partager, j'ai pas de lien, non.
Mais en ce moment, il y a des livres qui sont sortis, des essais, hein, c'est pas des romans, hein. C'est des essais qui concernent la guerre d'Algérie et je voulais vous partager un article du Parisien qui était intéressant parce qu'il nous montre ce qui s'est passé aussi durant cette guerre, sachant qu'il y a pas mal de choses qui ont été un peu occultées, qui ont été un peu tabous parce qu'il y a des choses pas terribles qui se sont passées et aussi parce qu'il y a beaucoup de documents qui sont partis en fumée. Voilà, guerre d'Algérie, petit récap, c'est un conflit armé qui s'est déroulé donc en Algérie entre 54 et 62, je cherchais les dates tout à l'heure, j'avais pas toutes les dates en tête, entre la France et les indépendantistes algériens, ceux qui voulaient l'indépendance de l'Algérie, qu'ils ont obtenu en 62. Alors durant cette guerre, hein, qui a duré pas mal d'années, et plutôt vers la fin de la guerre, l'indépendance se profile. Et c'est De Gaulle au pouvoir en France, et il sent que ça se profile, il sent qu'il faut... il sent que voilà, il va devoir s'engager vers l'indépendance. Et du coup, à la fin de la guerre, pour les Français, il y a eu deux camps. Je ne sais pas, vous voyez, il y avait déjà deux camps au départ. Il y avait les Français et ceux du Front de Libération Nationale, donc pour l'indépendance algérienne. Et à la fin de la guerre, parmi les Français, il y a deux camps. C'est ça qui est compliqué, mais c'est compliqué à comprendre, mais c'est intéressant. Il y avait ceux qui étaient pro-De Gaulle qui finalement s'est rangé à l'indépendance. Et il y a ceux qui ont trouvé que c'était une trahison suprême et qui étaient pour la présence forcément des Français en Algérie. Et du coup, ça a créé deux camps français. Et parmi ces deux camps, il y avait des gens, hein, et certains ont pu témoigner, ou les fils de certains ont pu témoigner dans ces essais qui sortent en librairie. On ne va pas forcément conseiller leur lecture, mais ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Ah, Nota Bene avait fait une petite vidéo là-dessus. Eh bien, je la regarderai parce que vraiment, parfois, je me suis un peu arraché les cheveux et c'est vous préparer cet article parce que c'est tellement compliqué et c'est pas quelque chose que on a forcément étudié. Moi, je me souviens plus trop l'avoir étudié. Il y a quelque chose un peu de tabou encore avec la guerre d'Algérie. Il y a une actu hein, quand même, il n'y a pas très longtemps. Hein, Emmanuel Macron s'est enfin excusé au nom de la France pour le traitement pas terrible fait envers les harkis. Hein, les harkis, on va le voir d'ailleurs, c'est noté dans le monde, c'est expliqué dans le monde des ados. Ce sont ces auxiliaires de l'armée française, hein, c'était pas des soldats, hein, durant la guerre d'Algérie qui, une fois l'indépendance proclamée, ne pouvaient plus être dans leur pays parce qu'ils étaient complètement menacés, torturés, mis à mort, m'ont été parqués dans des camps en France. Il y a un très très bon roman qui en parle, qui est absolument incroyable, qui a eu prix Goncourt des Lycéens il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans, qui est L'Art de Perle d'Alice Zénitin. Et comme beaucoup de choses un peu pas terribles, les excuses viennent très tardivement, hein. Il y a eu le Rwanda il n'y a pas très longtemps, et là il y a des excuses. Donc il y a une actu en plus qui parle de la guerre d'Algérie. L'article, il est issu du Parisien de dimanche, et il est intéressant. Parce qu'on comprend ce qui s'est passé, et j'ai appris plein de choses parce que je n'en savais pas la moitié, les 3/4. Mais merci Caronix, vraiment en plus j'adore Nota Bene. Si vous voulez un peu de la vulgarisation, un peu sur l'histoire notamment, il fait un peu de science aussi, c'est hyper bien. Je le recommande souvent parce que c'est un format un peu youtubeur, dynamique, punchy, et en même temps c'est hyper éducatif, donc c'est hyper cool. Mais je ne savais pas qu'elle avait fait de vidéo, donc merci Caronix. Alors je vais vous diffuser ça, cet article-là. Donc voilà, ça parle forcément de ces deux livres-là, qui parlent de ces destins croisés d'Edmond et Marcel, qui sont des deux camps, là, français, mais qui sont complètement opposés. Et l'un témoigne, Edmond Fraisse, et pour l'autre livre, qui est là, c'est le fils de l'autre qui témoigne. Donc on va voir ce qu'il en est. Deux livres racontent la vie d'Edmond de Fraisse, je pense qu'on prononce comme ça, et Marcel Hongrois, deux acteurs anonymes qui illustrent la violence. Mais violence, c'est un euphémisme, hein, c'est-à-dire qu'il s'est passé des choses absolument innommables, avec laquelle se sont affrontés les partisans de l'Algérie française, hein, ce que je vous ai dit, ceux qui voulaient vraiment la présence française en Algérie, et ceux du général de Gaulle qui finalement s'est rallié à l'indépendance. Petite ambiance, janvier 62, les rues de la Villa Blanche d'Alger, comme on la surnomme, la joyeuse, sentent la poudre et le sang, parce qu'il y a beaucoup plus d'attentats au fur et à mesure que la guerre se termine. Les civils européens et arabes tremblent. Tout le monde a subi dans cette guerre-là. À chaque attentat, les civils européens et arabes tremblent. Voilà, il faut éviter les terrasses de café, les marchés, presser le pas avant la nuit. Plus tard, il y aura le cessez-le-feu, les accords d'Évian qui proclament l'indépendance d'Algérie. Mais en tout cas, à cette époque-là, il y a une sorte de... Voilà, c'est pas une ambiance, c'est pas du tout le mot approprié, mais
il se passe des trucs et c'est pas terrible. Et notamment, il y a ces deux clans, un clan dans lequel se trouve Edmond, 23 ans, déjà expert en explosifs. Lui qui fait partie du clan pro présence française en Algérie, qui est pas du tout du coup du côté de l'avis de Gaulle. Et puis on va voir qu'au départ il luttait contre le FLN, le Front de Libération Nationale, hein, c'est les Algériens qui voulaient l'indépendance de l'Algérie. Mais au fur et à mesure, ces cibles vont changer, nous dit l'article. Lui va plutôt être aussi il va lutter contre ceux qui étaient pro-de Gaulle. C'est un peu ça. Il y a eu Marcel aussi. Marcel, son nom c'est Marcel Hongrois, si je ne dis pas de bêtises, qui est dans le camp adverse, celui du général de Gaulle, qui, après avoir suscité de grands espoirs parmi les Français d'Algérie, dont la fameuse phrase « Je vous ai compris », qui a été prononcée très tôt en 1958, s'est rallié par étapes à l'idée d'une indépendance. En gros, il y a un petit revirement, en plus un gros bazar, un gros bordel, qui a fait du mal à tout le monde, c'est un peu ça. Bref, Marcel, sous couvert un peu de son métier d'instituteur, c'est la face pas cachée, la face devant tout le monde, j'arrive pas à trouver mon vocabulaire, mes mots, mais bref, était derrière chargé, c'était un barbouze, on va voir ce que c'était, chargé de liquider, d'infiltrer déjà les ennemis, et peut-être de liquider aussi certains. Bref, une guerre sans pitié va se jouer entre les deux camps, et c'est ce qui est dit dans les deux ouvrages qui... après, il faut faire attention parce que pas forcément, les témoignages n'ont pas forcément valeur de preuve, ça reste un témoignage, donc il y a beaucoup de subjectivité dedans, mais ça nous donne une idée de ce qui se jouait à l'époque. Je vais essayer de ne pas m'étrangler en direct. Donc on a Edmond Fraisse, il a gardé, c'est son nom un peu d'espion de l'époque, il l'a gardé, sachant que c'est pas son nom d'origine, hein. 60 ans ont beau s'être écoulés, c'est un ancien tueur de l'OAS, une sorte d'organisation secrète, un peu extrême droite, hein, on va dire ça comme ça, pour la défense de la présence française en Algérie. Et il ne révèle pas sa véritable identité, même 60 ans après. Je viens de qui c'est tout. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est à force de parler, comme ça, blablabla, c'est que je retrouve plus ma voix et ma voix part. Alors, il faudrait que je fasse des vocalises avant de commencer mon live. Ça aide en général de faire ça. Il veut protéger la réputation de ses proches, de ses enfants, bref. Marcel, lui, il était ce qu'on appelle une barbouze. Moi, je dis un barbouze, c'est une barbouze. Il y a un vieux film là-dessus, sur ça, je crois. Celui qui a fait les tontons flingueurs, si je dis pas de bêtises. Ça me revient là comme ça. C'est un multimédaillé de la résistance, puisque en fait ceux qui sont dans la guerre d'Algérie, souvent ils ont quand même fait la seconde guerre avant. Ils sont engagés dans la résistance pour beaucoup. Il est devenu agent des services secrets de renseignement parallèles. Il est décédé en 2003, donc c'est son fils qui a pris la relève de sa plume et qui a recueilli des documents de son père aussi, et qui en a fait l'ouvrage Fils de Barbouze, les archives secrètes de la lutte contre l'OAS. C'est l'organisation secrète dont faisait partie Edmond Fraisse. Voilà, l'OAS avait mis sur sa liste de gens à battre certaines personnes forcément du camp de Marcel. Il y avait beaucoup d'ennemis comme ça à battre, et ils l'ont fait avec des méthodes pas très cool, hein. On parle beaucoup de torture, de violence, d'emprisonnement, tout ça a eu lieu, ça a longtemps été étouffé, longtemps tabou, longtemps on a fait semblant de ne pas voir. Mais il s'est passé ça. Alors Edmond et Marcel auraient pu se retrouver nez à nez dans les rues d'Alger, nous confie un docteur en histoire. Il dit on peut pas bien se rendre compte aujourd'hui, hein. Vraiment, il y avait une guerre franco-française d'une violence inouïe, mais c'est une part méconnue de la guerre d'Algérie. Et pour cause, les commandos Delta de cette fameuse organisation secrète, l'OAS, ont vraiment fait en sorte de laisser aucune archive, hein. Tout a été détruit. Et pareil, en fait, pour les archives des barbouzes, il n'y a rien eu qui a pu être pris après comme témoignage, comme preuve. Bref. Le pouvoir gaulliste de Gaulle a mis cela sous le tapis aussi. En gros, les barbouzes n'ont jamais existé. Ça ne s'est jamais fait. Hein. C'est sûr que c'était pas le truc dont il fallait se vanter, hein, clairement. Donc, on a préféré faire comme si ça n'avait jamais existé. Bon, sauf qu'il y a quand même des gens qui ont souffert de ça, hein, des civils aussi. Qui n'avaient rien demandé à la base peut-être.
Ouais, après, il y a tout un contexte aussi qu'on comprend en lisant leurs ouvrages. Edmond qui dit, bah ouais, j'ai 20 ans, je suis prêt à tout pour que l'Algérie, la terre de mes ancêtres, reste un département français. Parce que voilà, l'Algérie était française, il y a une sorte de longue histoire coloniale derrière qui est compliquée à comprendre. Mais voilà, du coup, lui, il est ancré là-dedans. Donc, c'est pas qu'on l'excuse, mais du coup, lui, il s'est dit, bah voilà, j'étais prêt à tout, y compris à sauter sur la capitale si nos chefs en ont décidé ainsi. Une sorte de à fond pour la France jusqu'au boutisme, quoi. C'est un truc de un peu bizarre. Bah, bref. Au même moment, voilà, les réseaux issus de la Seconde Guerre mondiale se réactivent instinctivement. À ce moment-là, des centaines de volontaires se précipitent, et ça c'est à Paris, pendant la guerre d'Algérie, dont par exemple André Malraux, on le connaît, de nom, où gesticulent gaullistes et anciens résistants, une sorte de grande kermesse pour la défense de la République. Mais à Alger, ça se passe pas comme ça en fait. Ils font plutôt ça dans les coulisses, mais de façon un petit peu violente. Tout ça se règle en coulisses et voilà. Bref. C'est intéressant parce qu'on montre qu'il y a quand même eu des souffrances psychologiques et morales dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, que subissent les hommes sur le terrain, les exécutants aussi. À l'époque, en plus, on ne parle pas de résilience, donc dit l'article dit de stress post-traumatique, et c'est une page d'histoire qui est largement remplie jusqu'à saturation. Une souffrance indicible pour tous ceux qui l'ont vécu, y compris pour ceux qui étaient dans ces organisations-là, qui ont été menacés de mort, etc., et qui se sont trouvés emprisonnés. Et en prison, ils étaient à côté d'ennemis. Par exemple, je crois que c'est Edmond qui a été en prison, puis du coup, il a été obligé d'être transféré dans l'unité des condamnés à mort, parce que sinon, voilà, il a été violenté. Voilà, il y a quand même un travail d'archive dans ces livres-là, qui nous montre ce qui s'est passé à l'époque, et finalement, on peut essayer de comprendre, pas d'admettre, hein, c'est un peu compliqué, ce qui s'est passé. Et il a fallu attendre des années pour avoir des ouvrages qui, peut-être, par ceux qui l'ont vécu, nous détaillaient une société de l'époque. Voilà. Donc voilà, intéressant, j'ai appris quand même pas mal de choses. Moi, je savais que très peu de choses sur ça. Cette sorte de guerre franco-française dans la guerre. Voilà. Mais je pense que voilà, la guerre d'Algérie, il faudrait davantage en parler. C'est voilà, tout comme d'autres conflits, voilà, commence à en parler tout doucement. Mais là, non, c'est obligé, c'est indispensable. Ça a été ta journée, et voilà, beaucoup de boulot. Tu as dit, bah ouais, jeudi c'est toujours une grosse journée. Parce que beaucoup d'élèves et j'ai toujours l'impression, mais ouais, dédicace au prof doc, mais je fais des trucs, mais je fais deux choses, je n'arrive pas à avancer, c'est horrible. Et en fait, je sais pas, c'est dans beaucoup de boulot, toutes ces choses à faire s'empilent, toutes ces choses à faire s'ajoutent aux choses à faire déjà en cours. Et en fait, je n'arrive à rien au bout de la journée. J'ai des to-do list, je n'arrive à rien. Et je suis partie de ces journées où je me dis, mais en fait, voilà. Et je vais passer mon week-end à avancer sur des choses. Et oui, on bosse aussi quand on n'est pas au boulot. Parce que là, une sorte de bashing des profs, à chaque fois qu'on parle des profs, en ce moment on parle des profs. Je sais pas pourquoi il y a le thème des salaires qui reviennent. Enfin bref. Des fois, j'aimerais qu'on se taise, s'il vous plaît, dans les médias pour qu'on se fasse pas bâcher comme ça. Ça fait... c'est trop horrible. Mais bon, bref. Donc on bosse même en dehors du boulot. Mais bref. J'ai fini un roman hier et j'ai refait ma liste de romans. Voilà, oui, tu fais partie de ces gens qui font des listes et ça, c'est trop chouette. J'en suis à 2. 2480. Ça m'angoisse quand je vois tous ces chiffres. Enfin, quand je vois tous ces chiffres. Et je comprends qu'on aime faire des listes. C'est plutôt chouette. Rapidement, avant qu'on aille dans le monde des ados, je voulais vous partager, mais bon, on va pas non plus le détailler cet article, mais c'est assez sympa. J'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vrai. Un article de quelle revue? Attendez, je vais vous montrer. De l'Express, qui est sorti aujourd'hui. Pourquoi les Français adorent qu'on leur parle de déclin. Non mais j'adore ce titre. C'est un article qui est pas évident à lire et à comprendre, parce qu'il y a, même au niveau du vocabulaire, il est assez pointu. Mais bref, je vais essayer de vous le rendre lisible et compréhensible. Mais il est intéressant parce qu'effectivement, ça va mettre en parallèle pour notre goût, je sais pas si c'est français, mais pour le malheur, pour les faits divers, par exemple, c'est qu'un exemple, mais on a ce côté, on aime le mal, le drame, tant que ça nous touche pas, bien sûr. Il y a ce côté un peu curiosité malsaine qui nous attire. Et les intellectuels de notre pays, tous ceux dont
le travail intellectuel et le métier, donc les historiens, les philosophes et bien d'autres encore, sont amoureux du malheur, nous dit l'Express. Et j'aime bien cette expression-là. J'aime bien le début parce que ça nous fait référence à un intellectuel d'aujourd'hui qui s'appelle Houellebecq, qui est un écrivain, mais qui est un peu perché. Bon, il a des idées un peu... Voilà, bref. Mais bref. Et on lui a demandé si c'était... pourquoi on était si attiré par le déclin, le déclinisme et tout, sachant qu'il y a une enquête qui a été réalisée par l'Institut Ipsos, enquête, sur les fractures hexagonale de la France, 75% de nos compatriotes voient la nation flirtant avec le précipice. Ben oui, tant sur le plan international que dans le domaine industriel, ben oui, en gros, on va droit dans le mur, quoi. Ouais, pas seulement les Français. Mais ça colle un peu aux Français, une sorte de stéréotype comme ça qui nous colle à la peau, un peu comme les Français râlent, tout ça. Ben, les Français sont pessimistes. En gros, c'est ça. Donc Michel Houellebecq, il a dit quoi? Il a dit parce qu'on a une conscience du suicide moderne. Voilà. C'est ce qu'il a répondu. Et j'aime bien l'Express qui dit c'est beau comme du Éric Zemmour. Voilà, sous-entendu qu'Éric Zemmour aime bien flirter sur ce qu'il y a de plus noir et ce qu'il y a de plus pessimiste pour faire entendre ses opinions et essayer de nous faire penser certaines choses. Mais bref, je ne rentrerai pas plus en détail dans la politique. En tout cas, on aime bien le déclin, le déclinisme. Et peut-être aussi, pourquoi? Parce que ça n'a jamais autant de succès qu'en des temps durs et difficiles. Et on ne peut pas nier qu'on soit en train de vivre qu'on soit en train de vivre des temps difficiles. Je ne vais pas vous refaire tout le topo de ce qui se passe depuis quelques mois, quelques années, mais en gros c'est pas terrible. Mais c'est quand même quelque chose qui nous colle à la peau, c'est une sorte d'archétype hexagonal, nous dit l'Express, et ça date pas là, c'est pas récent en fait, ça date pas d'hier. Alors j'aime bien, c'est un archétype qu'on lit et qu'on écoute comme on visite la Tour Eiffel. En gros, ça fait partie de nous, mais la clé se trouve dans l'histoire. Et c'est pour ça que je voulais vous partager l'article, parce que c'est vrai que finalement on peut remonter très très longtemps pour parler de ça. Et on pourrait croire que c'est à l'époque des Lumières et tout, quand on prend conscience des choses, de l'humain, etc. Mais non, on peut remonter déjà dès l'Ancien Régime. Ancien Régime, c'est potassé quand même, qui commence dès le règne de François Ier. Il faut savoir que je suis trop nulle en histoire. Quand même, je m'appuie, je fais des recherches. Qui a commencé en 1515, puis après on peut remonter jusqu'à la Révolution. Enfin, avancer jusqu'à la Révolution, mais donc ça a duré quand même pas mal de temps, pas mal de décennies, de siècles. Et on peut remonter là dès l'Ancien Régime, parce que déjà sous la monarchie absolue à la française, le roi, le roi concentre en sa personne toute la puissance de la nation. Donc quand les choses tournent mal, et elles ont tourné quand même de façon un peu tragique, bien des fois, le déclin, c'est qui? C'est le roi. Oui, donc il prête cher à un sentiment collectif qui peut dès lors s'exprimer en front des contestations bruyantes lorsque le souverain ne se montre pas à la hauteur. Mais déjà, on avait ça. On a déjà ce côté où le peuple ressent ça. Mais aussi parce qu'on est quand même dans une société très judéo-chrétienne et que le judéo-chrétianisme, depuis très très longtemps, quand même, j'essaie de vous paraphraser l'article de l'Express qui est un peu difficile à comprendre, nous vend un peu de l'apocalypse, c'est un peu ça, la fin du monde, une sorte de peur panique, surtout à la fin du XVe siècle, rappelle le spécialiste, mais c'est même maintenant, on est dans une société très judéo-chrétienne où vraiment la métaphore de la chute, celle des âmes et du monde, elle est bien ancrée, l'apocalypse, tout ça, bref, on l'a en tête depuis très 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 longtemps. Le cadre est posé, nous dit l'Express, j'adore cet article. Ne reste plus qu'à attendre le cataclysme. Oui. La Révolution fait se réécrire les nostalgiques de l'Ancien Régime. Donc il y a des intellectuels de l'époque, alors moi je les connais pas, Louis de Bonald, des Joseph de Maistre, qui voient dans la Révolution française un caractère satanique qui la distingue de tout ce qu'on a vu et peut-être de tout ce qu'on verra. Donc déjà à l'époque, ils étaient pas très joyeux, on va dire, sur ce qui se passait, sur la mise en lumière de ce qui se déroulait sous leur yeux. Un peu ça. Se passe des choses, etc. Et puis après, on arrive fin 18e, début 19e, on est l'époque de Baudelaire, le romantisme. Ouais, mais le romantisme, le romantisme, maintenant, on a l'impression que c'est, allez, on offre une rose à sa bien-aimée. Mais non, le romantisme, c'est bien plus que ça, c'est un courant littéraire. Et puis, où vraiment, le romantisme s'inspire aussi de tout ce qui est sombre en l'être humain. Il faut le dire ça comme ça. Si vous lisez des œuvres romantiques, vous allez un petit peu déprimer. C'est un peu ça.
d'idées. Et voilà, si vous lisez Baudelaire, par exemple, avec son fameux spleen, hein, c'est un poison violent. C'est vrai, nous dit l'Express, mais complètement. La France de l'époque romantique compte son lot de talentueuses plumes à l'humeur noire. Il y en a eu plein, Huysmans. J'ai trop étudié Huysmans à la fac, je me souviens. Barbet d'Aurevilly, etc. C'est des noms qu'il faut connaître. Rejoignant le fondateur de la revue Le Décadent, Anatole Baju. J'adore ce prénom, Anatole. Dans son joyeux constat d'une société désagrégée, déjà. Dans le viseur, il y avait qui? Les étrangers, les juifs, les libertés politiques. Est-ce que ça fait pas écho à ce qui, en ce moment, fait peur? Un peu ça, exactement. Alors j'aime bien les siècles suivants confortent ces pensées atrabilaires. C'est pour ça que l'article n'est pas facile à comprendre, il y a du mauvais vocabulaire. J'ai dû quand même regarder dans le Larousse, alors pas papier, mais en ligne. Et tu sais, tout ce qui est rapport avec l'humeur noire. C'est un peu ça. Alors chaque nation connaît son lot de revers politiques et militaires, mais en France, l'art moderne, on y va. Notamment sous Napoléon, ok, il y a l'éclat, mais il y a pas mal de défaites. On va pas, voilà, Waterloo, la défaite aussi face aux Prussiens. Après, plus tard, il y a 14, la guerre est gagnée, mais au prix de millions de morts. Le sentiment d'une sorte de fin de civilisation, ce qui se répand chez les intellectuels de l'après-guerre. Donc, ils ne sont pas très optimistes dans ce qu'ils nous relatent sur la société. Le second conflit mondial justifie les propos de ces pitis de malheur. Piti, voilà, dans le sens d'oracle, un peu comme ça. La défaite éclair de 40 stupéfie les Français, persuadés depuis Louis XIV d'avoir la première armée d'Europe. Donc, c'est une sorte de choc, peut-être pas, mais on est toujours dans le bas, encore plus dans le bas, dans le bas. Bref, dans l'imaginaire des Français, chacune de ces trois ruptures aggrave le sentiment que la France n'est plus ce qu'elle était. Ben oui, c'est ça. Deux visions d'histoire s'affrontent encore, celle d'une descente lente et inéluctable. Voilà, c'est Paul Valéry notamment qui a dit, voilà, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Ok, c'est dit. Et puis celle d'un mouvement un peu cycliste qui, ok, c'est bien, pas bien. On est en bien, on est en pas bien. On est bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. C'est la vision un peu de Gaulle, voilà, qui dit dans ses mémoires de guerre, vieille France accablée d'histoires allant et venant, sans relâche de la grandeur au déclin. Une sorte de montagne russe comme ça, mais quelque chose qui n'est pas linéaire du tout. Mais on a aussi un contexte un peu de décolonisation qui se passe mal, des années, des siècles de colonisation. Ça se passe mal, on l'a vu juste avant avec l'Algérie. Et la France, qui croyait depuis les Lumières en son destin singulier, se pensait investie d'une mission, et la France, elle échoue. Et elle se contredit dans des valeurs d'émancipation humaniste et tout ça dans ces territoires, alors qu'en fait, pas du tout. Bref. Et en ce moment, pourquoi ils sont toujours en bas, les intellectuels, et pourquoi nous, en même temps, on est en bas et qu'on a une vision super pessimiste? Parce qu'on vit des choses pas cool. Chômage, crise économique, grand chamboule tout socio-culturel de mai 68, immigration, voilà. Le décliniste a de quoi dérouler ad nauseam son argumentaire neurasthénique invoqué l'âge d'or de la Troisième République, ou la France pré-révolutionnaire façon Zemmour. En gros, ça nous dit qu'on n'en a pas fini avec ce côté pessimiste et déclin de la France. Voilà. Est-ce que c'était optimiste? Non? C'était un peu... Allez, ces petits cadeaux là, avant qu'on aille dans le monde, le tour du monde, on fasse le tour du monde des ados. Voilà, on n'en a pas fini. Et puis en plus, on aime bien jouer aussi sur le déclin. C'est pour ça qu'il cite Éric Zemmour pour à des fins politiques. Bien sûr que si on ne n'arrête que des choses magnifiques, peut-être qu'on attirerait moins de gens, et peut-être que voilà, on aime bien jouer sur la peur aussi et tout ça, l'angoisse, bref. Et pizza maison ce soir, Caronix, et chez moi c'est quoi? C'est des raviolis maison, mais oui, c'est mon conjoint, voilà, qui les a fait. Donc il en a fini avec, c'est pour ça que j'ai streamé avec un tout petit peu de retard, parce qu'il y a la machine à pâte qui marchait, ça avait vachement de bruit en fait. Mais j'ai trop hâte, j'ai trop faim, j'ai trop hâte de les manger. Ravioli, ricotta, épinards, maison s'il vous plaît. Mais trop bien, mais oui, Caronix. Et on l'a vu avant-hier, manger des pizzas 2 fois par semaine, c'est très bon pour la santé, et même ça éviterait certains cancers. Enfin, ça éviterait, je sais pas, mais ça prévient, puisque c'est la cuisine méditerranéenne, et que la cuisine méditerranéenne, par contre, elle est très très bonne pour la santé. À demain, Caronix, mais oui, je serai là à 18h15. Je pars pas en week-end, ce week-end je reçois, mais je ne pars pas, donc c'est cool. On va faire un petit tour dans le monde des ados, c'est trop passionnant, il y a un dossier sur les sorcières d'hier et d'aujourd'hui. On avait quelque peu évoqué le sujet dans des streams il y a un moment. Là, le dossier est juste passionnant, et il y a plein de petites infos aussi qu'on peut piocher par-ci par-là, et du coup c'est trop chouette, on va y aller. Je prends mes notes et je suis à vous.
voici ce dernier numéro du Monde des ados. J'adore la cour, en plus, elle est trop belle. Avec ce dossier, la rencontre des sorcières. Mais il y a d'autres choses aussi qui sont évoquées dans la revue. Et on va pouvoir la parcourir. Trop belle cette couve, j'adore. On est passé du cannabis aux sorcières, parce que c'est l'ancien sujet d'il y a 15 jours, parce que ça paraît tous les 15 jours, le monde des ados. Est-ce que... Alors, je vais voir là. Ah oui, il y a des petites infos insolites, parce qu'on aime bien, toujours. C'est Crocs. Ah oui, les Crocs. Voilà. Avec des talons. Ben oui. Et ben, voilà, des marques de luxe s'emparent de cette sorte d'objet un peu populaire, comme ça. Version à talons. Pas encore commercialisée. Alors là, le monde des ados, je suis très moche. Ils n'hésitent pas. Oui, c'est moche. Et en plus, si ça va valoir 500 balles, hein, je pense. Donc, voilà, bref. Qu'est-ce qu'on a aussi je vais passer là. Ah voilà, oui. Ben, on en a parlé juste avant. Et c'est marrant parce que voilà, en ce moment, on parle d'Algérie et tout, mais je lis pas mal de choses. Des fois, je sais pas si ça vous fait ça. Vous apprenez un truc et puis d'un coup, vous allez entendre des choses sur le sujet, mais tout le temps. Mais ça doit être parce que c'est comme ça, c'est par hasard, mais bref. Et là, on a un zoom sur ce mot et sur ces personnes qui étaient et qui sont les harkis. L'actu, on l'a dit, le président Macron a demandé pardon aux harkis et à leur famille. 21 septembre. La guerre d'Algérie, c'est quand même fini en 62. Pour leur traitement par la France au lendemain de la guerre d'Algérie. Qui est relaté dans ce super livre, je le redis, qui s'intitule L'art de perdre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire harki? C'est d'origine arabe et ça signifie mouvement. Et dans l'Algérie française, ça désignait les hommes. Alors, on parlait des musulmans, hein, et c'était pas des soldats, ils n'avaient pas la fonction de soldats, qui étaient employés par l'armée française. Et en fait, ils étaient employés pourquoi? Pour lutter contre le Front de Libération Nationale, qui, lui, se battait armes à la main. Hein. C'était un conflit armé pour que l'Algérie soit indépendante et non plus un département français. Ils étaient au moins 200 000 ces harkis, donc ils étaient énormément. Hein. Et souvent, c'était des personnes très pauvres, toujours en fait, très pauvres. Et en fait, ils ne se positionnaient pas l'un pour l'autre, mais en fait, le gouvernement français leur a certainement donné des vivres ou de l'argent. Oui, il leur a donné des vivres, la propriété de subvenir. Ouais. Ben oui, c'est ça, la priorité de ces gens-là, des harkis, était de subvenir aux besoins de leur famille. Ils étaient à la fois victimes du FLN, parce que voilà, qui leur demandait des vivres ou de l'argent, mais aussi de l'armée française qui les soupçonnait d'aider le FLN. C'était une position un peu compliquée. Et beaucoup ont été déjà tués, torturés aussi, emprisonnés. Et dès l'indépendance de 62, environ 70 000 d'entre eux, mais aussi des membres de leur famille, ont été massacrés. C'est ce que je vous disais juste avant. Certains ont été emprisonnés et torturés. Et il y en a qui sont venus en France, 90 000 et leurs proches aussi. Et ils sont venus en France et ils sont allés où? Dans des parcs. Ben ouais. La France les a parqués dans des camps, notamment dans le sud, où ils vivaient sous des tentes sans chauffage, avec très peu de sanitaires et d'accès à l'eau. Et certaines familles étaient ensuite orientées vers ce qu'on appelait des hameaux, en fait, de forestage, où ils reboisaient loin de leur visage, une sorte de ghetto, un peu comme ça. Hein. Et les enfants n'allaient pas dans la même école que les enfants en France. Ces camps existaient, écoutez ça, jusqu'au milieu des années 80. Voilà. Et vraiment, très honnêtement, je crois que j'en avais pas entendu parler avant de lire le livre de Alice Zenita. Vraiment. Mais ça s'est passé. Donc c'est bien qu'ils en fassent un zoom, qu'on entende parler. Le mot chancelière, bah oui, vous le savez, hein, Angela Merkel, bye bye, oui, on avait lu hein, un portrait d'elle. Mais d'où ça vient? Et il faut savoir que le chancelier ou la chancelière, c'est vraiment le plus puissant personnage de l'État, qui n'est pas élu directement par les citoyens. Ce sont les députés du Parlement allemand, le Bundestag, qui s'en chargent tous les 4 ans. C'est peu, 4 ans, hein, mais du coup, Angela Merkel, elle a fait quoi? 4 mandats, je crois. C'est assez fou. Des élections qui ont lieu le 26 septembre. On sait que c'était compliqué. Hein. Y a bien un président allemand, mais pas forcément de vrai pouvoir. Bref. Qu'est-ce qu'on apprend aussi? Alors ça, excusez-moi, je ne vais pas parler d'éducation nationale, mais pour vivre le truc de l'intérieur, ça me fait doucement rigoler, ça. Ouais, je vous le publie quand même. Question d'Adrien, 12 ans. Les profs étaient en grève le 23 septembre pour dénoncer le manque d'effectifs. Je me demande pourquoi il n'y en a pas assez. Question, voilà, normale, hein, d'Adrien. Réponse, il manque environ 1880 enseignants dans les collèges et lycées. C'est vrai qu'il en manque, parce qu'il y a et ça c'est vrai, c'est un métier mal considéré, c'est vrai. Voilà, à peine plus de 1 700 € par mois début de carrière.
soit 25% de moins que les autres fonctionnaires du même niveau d'études. C'est un fait, hein, c'est un fait. Bref, du coup, il attire peu de vocations. Ouais, pas que pour ça, mais peut-être d'autres choses aussi, hein, pas que l'argent. Et entre 2019 et 2020, le nombre de candidats au CAPES a baissé de 10%. Bref, c'est vrai que ça nous dit quelque chose. Mais peut-être aussi, il manque d'effectifs parce qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui se fait pas bien, quelque chose qu'il faudrait améliorer, mais qu'on est dans une sorte de société où on est dans tout là, dans le rendement, un peu comme dans plein de métiers, hein, faire toujours plus avec toujours moins, toujours plus avec toujours moins de moyens. Excusez-moi, mais c'est mon coup de gueule. Pour vivre le truc de l'intérieur, c'est qu'il n'y a pas que ça. Hein, y a plein d'autres choses à côté qui font que on doit faire avec toujours plus, avec toujours moins. Et que même avec l'existant, parce qu'il nous manque, il y aurait tellement de choses à faire aussi. Voilà, c'est mon petit coup de gueule du soir, mais je ne vais pas forcément aller plus loin là-dessus. Puni de TikTok en Chine, mais peut-être vous avez eu l'info il y a quelques temps, parce qu'elle date, hein, de quelques semaines. Ben oui, la Chine a limité l'accès aux jeux vidéo en ligne à 3 heures par semaine pour les moins de 18 ans. Ça, c'est pour l'ancienne info, on va dire que ça date un peu. Ce qui est déjà dingue, hein, voilà, mais le gouvernement chinois est très cadre et puis contrôle, a les moyens de contrôler aussi. Et pour les moins de 14 ans, pas plus de 40 minutes de TikTok par jour et aucune activité de 22h à 6h. Il affirme ainsi lutter contre l'addiction numérique des plus jeunes et veiller à leur bonne vue. Voilà, les parents sont donc invités à vérifier que leurs enfants se connectent via un compte jeune pour que TikTok puisse leur en restreindre l'accès. À voir comment c'est fait. Je pense que, voilà, restreindre, oui, un peu de pédagogie ferait du bien aussi. Et la pédagogie et la Chine, hein, peut-être que ça fait un petit peu d'eux. Le retour des cow-boys aux États-Unis, ben oui, vous le savez qu'il y a pas mal de comment on pourrait dire, à la frontière, c'est un peu compliqué, surtout sous Trump. Avant, c'était encore davantage, il y a même une construction de murs et tout, France et Mexique notamment. Et puis là, voilà, il y a encore des gens qui fuient leur pays, notamment des Haïtiens. Vous savez que le pays, c'est absolument horrible, hein, rongé par l'insécurité, la pauvreté, mais milieu, à un niveau mais absolument extrême. Et le retour des cow-boys, des gens qui se font justicier, c'est possible. Donc les voilà, ils sont sur leur cheval, mais ça c'est la vieille image de l'Amérique, mais c'est encore possible aujourd'hui. Bref. Qu'est-ce qu'on a aussi? Greta Thunberg, elle a 18 ans maintenant. Elle fait l'objet d'un film. Donc à voir. En France, il y a encore des bidonvilles. Il y a des bidonvilles. On va pas rentrer plus précisément dans l'article, mais ça existe notamment à Marseille. Il y a des quartiers à Marseille qui sont quand même ultra défavorisés. Et qui en plus juxtent des quartiers d'affaires où là c'est le luxe, l'argent, voilà, on veut tu en voilà, en tout cas on est dans l'apparence et tout. Et il y a un quartier, hein, c'est le quartier pauvre du 15e arrondissement, et il y a des bidonvilles, il y a des enfants qui vivent dans les bidonvilles, comme ici, voilà. Que dire de cet article? Pire en hiver, oui. Depuis ce reportage, est-ce que a été fait, est-ce qu'il y a eu des changements? Puisque ce reportage a été réalisé en février et en juin. Après, il y a une décision de justice qui a obligé les habitants de Cazemajou, c'est le nom de ce quartier, à quitter les lieux et qui a déménagé dans une cité de Marseille laissée à l'abandon par ses propriétaires. Cité de Marseille, on sait que c'est pas tellement mieux, sachant que, ok, alors ils disent, ok, il y a de l'eau, de l'électricité, il y a un toit. Les souris sont dans les couloirs mais pas dans la chambre, donc limite ils se disent c'est cool. Mais quand même, les cités sont en main des trafiquants de drogue qui louent les logements insalubres et quadrillent le quartier. Un vrai problème qui est donné ici. Voilà, et cet ado a vécu dans un bidonville et vit maintenant dans cette cité-là. Voilà, que dire voilà. Reportage un peu glaçant, hein, quand même. On arrive à ce dossier des sorcières qui est juste passionnant et voilà, j'ai 5 minutes pour en parler parce que je vais essayer de finir à 19h30, l'appel des raviolis maison. Mais trop passionnant, ben oui, l'histoire de la sorcellerie et bien d'autres encore. Harry Potter, Jeanne d'Arc, un filtre, une chouette, mais que représente donc la magie, la sorcellerie dans ta vie? Et voilà, il y a des sorcières, des figures de la sorcière qui datent, hein, et qui sont bien ancrées dans notre culture, comme Circé par exemple, qui était la fille de Hécate, la déesse grecque de la magie. Et il faut savoir qu'elle accueille Ulysse sur son île de l'Odyssée. Donc si, voilà, forcément l'Odyssée... est consacrée aux sorcières aussi, mais trop bien. Des cahiers de sciences et vie. Et ben j'essaierai de me le procurer parce que ça peut faire écho un peu à ça. Et vraiment c'est passionnant. Là c'est pour débuter, je pense que c'est un peu plus poussé dans les cahiers de sciences et vie. Mais là pour débuter sur la question, franchement, c'est nickel.
Ben voilà, si vous voulez vous intéresser à Homère, à l'Odyssée, peut-être avez-vous déjà entendu parler de Circé, grande beauté, beauté absolue, qui ensorcelle les hommes de passage au cours d'un banquet empoisonné. Donc on a déjà cette figure de sorcière un peu envoûtante, tout ça. Et voilà, ces filles transforment les marins en animaux pour les emprisonner plus facilement et les garder sous son nez. Donc si on veut remonter voilà, à la figure de sorcière, on peut remonter à une figure mythologique qui est celle de Circé. Bien sûr, Jeanne d'Arc, c'est la sorcière un peu en chair et en os, on va dire ça comme ça. Là, on est pendant la guerre de 100 ans, voilà, on a les dates, 14e, 15e siècle. Après, il faut voir que c'est ancré dans une période historique, on va le voir juste après. Jeune femme qui se dit guidée par les yeux en combat en armure, qui enchaîne les victoires. Et quelle figure en fait Jeanne d'Arc déjà de base. Mais comme elle est accusée de pratiques magiques, elle va être condamnée au bûcher, mais comme beaucoup de femmes aussi à l'époque. Et puis on verra que voilà, ça nous en dit beaucoup sur la société aussi de l'époque. Donc brûlée vive, Jeanne d'Arc. Merlin l'Enchanteur, c'est aussi une figure issue de la mythologie celtique galloise. Nous on la connaît peut-être, voilà, personnage un peu Disney, un peu, voilà, ça a été repris de nombreuses fois. Et on a bien sûr son descendant, l'héritage, je vais dire de Merlin, qui est Dumbledore, mais bien sûr dans Harry Potter. Il y a eu des dessins animés qui datent déjà de 64, ben oui, avec une sorte d'archétype du sorcier made in Disney, avec une barbe blanche, chapeau pointu, ce qui fait qu'on se l'imagine comme ça, mais il faut remonter vraiment à la mythologie galloise pour rencontrer ce personnage qui est indissociable de la légende du roi Arthur. Et après j'aime bien parce qu'il y a l'histoire des accessoires aussi, par exemple le chapeau pointu, bah oui, je me suis jamais posé la question de savoir d'où venait ce chapeau. Il faut savoir que ça tirerait son origine du hénin, une coiffe que portaient les femmes au XVe siècle. Et en fait, c'était un reflet de la hauteur des clochers qui étaient tournés vers le ciel, c'est pour ça que comme ça, pour y correspondre avec le divin, donc c'est une sorte de mode un peu de l'époque, qu'on peut voir dans certains tableaux, comme des tableaux de Goya, donc d'époque-là où on voit vraiment ce fameux chapeau. Donc voilà, on peut tirer son origine d'ici. Le ballet aussi, jamais posé la question, franchement jamais la curiosité de me poser la question, mais ça fait référence au folklore germanique, parce qu'avant Noël il était recommandé de balayer sa maison pour la visite de Dame Perchte, une fée du foyer qui offrait sa bénédiction aux maisons bien tenues. Donc ok, ça remonte aussi. Et maintenant on avait vu, on avait parlé de Mona Chollet, qui est une essayiste qui a beaucoup parlé des sorcières, la figure de la sorcière maintenant, et qui aussi peut être associée au féminisme, et qui voit dans le ballet une sorte de symbole de la libération des femmes. Donc même maintenant, dans la symbolique, on peut l'étudier. Et abracadabra, ça vient de où en fait? Ça vient de l'araméen. Adada, Kedabra. Et bien sûr qu'il y a une référence, J.K. Rowling, elle s'est inspirée de ça pour son fameux sort Avada Kedavra, le sort ultime où voilà, vous le lancez, vous mourrez, c'est le sortilège interdit. Et en fait, il faut savoir que c'était une incantation qui était déjà inscrite sur un parchemin au XIIIe siècle, qui était destiné à soigner les malades du paludisme. Et en fait, c'était conseillé d'écrire le mot sur plusieurs lignes en enlevant chaque fois la première lettre. Et ça prenait la forme d'un triangle, et on portait en amulette autour du cou. Un truc de fou, je savais pas ça du tout. Le chat noir, le chat noir était déjà bien présent déjà dans l'Antiquité égyptienne. C'est vrai que l'Antiquité égyptienne, c'est beaucoup basé sur les animaux, sur les figures d'animaux, pour vraiment résumer très largement. Et il était assimilé à la déesse Bastet, je pense qu'on prononce comme ça, à tête de chat. Mais en Europe, c'est peu à peu, le chat en fait a été diabolisé. C'est vrai que dans les mythologies, notamment la mythologie égyptienne, dans l'Antiquité égyptienne, on n'a pas du tout on n'a pas forcément ce côté un peu diabolique de la chose. Mais en Europe, c'était à fond là. Il était chassé dans les villes et les villages, les pauvres chats noirs. Et parfois la découverte d'une touffe de poils blanches, considérée comme le doigt de Dieu, permettait à l'animal d'être épargné. Voilà, si toutefois il y avait un petit peu de blanc sur lui. Et la chouette, la chouette, elle a été associée souvent aux ténèbres et était devenue un symbole de mort. Pourquoi? Parce que seulement éclairée par les rayons de la lune, donc forcément on l'a associée à ça. On s'est réconcilié avec ça, avec par exemple Harry Potter. Edwige, c'est quand même un chouette personnage, le personnage Edwige, cette chouette qui est plus gentille, donc on s'est un peu réconcilié avec ça.
Mais trop passionnant ce dossier, on faudrait tout lire en fait. Dans l'Antiquité, magie et religion font bon ménage, mais le christianisme condamne la sorcellerie. Il faudra des siècles pour qu'elle soit de nouveau bien vue dans la société. Et l'idée un peu de la magie, de la divinité, c'était forcément bien ancré, que ce soit chez les Romains, les Grecs aussi. On acceptait l'existence des divinités, enfin c'était omniprésent, hein, c'était quelque chose qui était, voilà, c'était présent, et c'était comme ça. La sorcellerie est en fait une magie du quotidien, noire quand il s'agit de nuire à quelqu'un, blanche, voilà, pour faire du bien, et qui existe en parallèle de la religion dans les temples aussi. Dans l'Égypte antique, la magie, elle est partout. Et les sociétés celtiques aussi, voilà, la magie était omniprésente, par exemple avec les druides. Donc bien sûr qu'on a le personnage de Panoramix là en tête, mais c'est vraiment ça, c'était des connaisseurs des plantes, voilà, ils s'en servaient pour protéger, pour guérir, voilà. Mais, développement du christianisme, comme on a vu avant dans l'article de l'Express, avec ce côté noir, cette vision noire un peu de la société où vraiment on apocalypse tout. Et puis c'est un peu ça, hein, développement du christianisme. Les moines sont détenteurs de l'écrit, pardon. Et puis la sorcellerie se passe plus de rituels écrits à des rituels oraux. Et en même temps, il y a un contexte de l'époque, c'est-à-dire que l'Europe, elle est troublée par les guerres et le fameux fléau de la peste, hein. Et forcément, climat de peur. Donc, climat de peur, que ce soit l'Église, mais autres, hein, aussi, maintenant c'est les politiques qui jouent là-dessus aussi, cherche des boucs émissaires. Et on cherche qui? On accuse qui de sorcellerie? Les Juifs et d'autres communautés qui ne suivent pas des règles. Voilà. Donc voilà, torture, bûcher, tout ça. Voilà. Oui, dans l'Égypte ancienne, les chats noirs étaient sacrés, effectivement. Et si je dis pas de bêtises, en plus, est-ce que j'ai des bêtises? Mais je crois que je l'ai lu dans le Milan 3-6 ans. Le Milan Doc 3-6 ans de mon fils, parce qu'il adore les documentaires. Mais j'ai jamais vu j'ai un gamin comme ça, mais je peux lui lire des documentaires, mais toute la journée, il est trop curieux de tout. Et j'apprends des choses même dans les collections 3-6 ans. Et je crois que j'ai lu dans la collection 3-6 ans sur les chats, qu'en fait, c'est même les Égyptiens qui ont domestiqué les chats. Parce qu'en fait, les chats chassaient les souris, tout ça, et ils les ont fait entrer dans la maison. Parce qu'avant, les chats étaient sauvages. Et les Égyptiens les ont domestiqués. C'est pour ça qu'ils sont devenus des animaux domestiques, je crois. Merci Oscar. Merci mon petit Milan Doc, 3-6 ans. Ouais, Renaissance. Renaissance, voilà. La chasse aux sorcières de plus belle. Mais là, c'est chasse aux sorcières toutes. C'est en avant toutes, on va brûler les sorcières. Et les femmes qui sont largement pointées du doigt. Pourquoi pour la publication parce qu'il y a une publication de prêtres allemands, Malleus Maleficarum, cet ouvrage de démonologie qui donne une nouvelle définition de la sorcière, que nous dit cet ouvrage, une personne qu'on doit tuer, qu'elle a pactisé avec le diable. Donc il y a beaucoup de femmes qui guérissaient alors que ça se faisait avant, qui sont considérées comme des sorcières, et même les sages-femmes d'ailleurs. Et voilà, ça rentrait dans cette définition-là, donc elles étaient accusées de sorcellerie et donc condamnées à mort. On a eu beaucoup de condamnés à mort. 17e siècle, série de morts qui secouent la cour de Louis XIV, on crie à la sorcellerie. Donc il y a des complots, des machins. En même temps, c'est passionnant. Donc on est quand même chercher encore des coupables. En 1682, il y a quand même un édit royal qui décriminalise enfin la sorcellerie car il jugeait impossible de trouver des preuves de leur action. Merci. 19e, 20e siècle, gloire du spiritisme. Pas du tout mon truc, je vous avoue, là, quand on parle spiritisme, on a l'image de table tourmente, du Ouija et tout. Moi, c'est un peu ça. Et sachez qu'il y a quand même des auteurs qui sont inspirés de ça pour leurs écrits, en tout cas qui en étaient un peu dingues, qui croyaient dur comme fer, comme Sherlock Holmes, comme Conan Doyle, qui a écrit, l'auteur de Sherlock Holmes, qui a écrit Sherlock Holmes, qui croyait dur comme fer. Et là, j'aime bien la référence de nos jours. Non, mais là, la référence de nos jours, mais je sais pas si je dois rire ou pleurer. La référence, c'est Clara Moreau, qui est une candidate des Marseillais. Marseillais, télé-réalité, un peu, clash, machin. C'est pas mon truc, perso. Mais il y a beaucoup de jeunes qui aiment bien. Et comme j'ai déjà dit, jeune, j'ai regardé des trucs dans le genre, donc je vais pas non plus les blâmer. Mais bref, petit exemple, elle a révélé être victime d'extorsion par une voyante pratiquant la magie noire. Bon, le parallèle qu'on peut faire, c'est qu'il y a des dérives encore maintenant et que certaines personnes y croient encore. Mais quand on joue un peu sur la naïveté, voilà. Sorcière de Salem, c'est aux États-Unis, c'est bien de le savoir ça. 1692, il y a des jeunes filles vraiment qui
qui se sont mises à trembler. Voilà, et on a cru qu'elles étaient possédées par le diable et tout. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que on était dans une Amérique, c'est un peu toujours le cas maintenant, mais très puritaine, quoi, du 17e. Et donc, en fait, elles étaient forcément possédées par le diable. Donc, il y a une chasse aux sorcières, notamment à Salem. En fait, on a compris plus tard que non, elles étaient atteintes d'une inflammation du cerveau, donc rien à voir. Hein. Mais bon, à l'époque, elles en ont fait les frais. Ouais, les magiciens, les sorcières ont la côte, ben oui, forcément, depuis le succès d'Harry Potter, oui. Côté cinéma, les studios Harry Potter ont même réhabilité la vilaine Maléfique. Les studios Disney, ben oui, avec Maléfique, c'est joué par Angelina Jolie. Oh, je l'ai vu avec ma fille, j'ai vu le 2, c'était pas inintéressant. Bon, un peu facile au niveau du scénar, mais pas inintéressant. Bref, ça a la cote. Par contre, dans la réalité, dans certains pays, notamment d'Afrique, il y a encore des femmes et des enfants qui sont accusés de sorcellerie, qui sont rejetés par la famille, qui sont mis à la rue. Donc ça existe encore hein, dans le monde, hein, pas mal. Hein, il y a encore des guérisseurs, il y a des chamans. C'est quand même encore d'actualité. Et puis bien sûr, les héritières de ces sorcières-là, ce sont ces féministes et ce fameux slogan, nous sommes les descendants des sorcières que vous n'avez pas brûlées, et qui luttent pour l'égalité entre les hommes et les femmes et qui se sont réappropriés l'image de la sorcière, qui réunit des femmes qui ne luttent pas avec des armes et qui trouvent la confiance mais avec la confiance qu'elles trouvent en elles. Et ça a beaucoup d'impact sur les réseaux sociaux et autres. Voilà. Mes dossiers, mais trop passionnant, mais j'ai trop aimé lire ce dossier. J'ai appris plein de choses, effectivement. C'est à compléter par d'autres revues, dossiers, voilà. Caronix, t'arrives pour la fin, mais c'est cool. Mais oui, mais à chaque fois je dis je finis, mais en fait, voilà, je m'étale. Et puis comme je suis pas maman solo ce soir, je me permets d'étaler un petit peu. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont persécutés. Ah, on avait vu il y a pas très longtemps aussi. Voilà, qui sont pas par contre, dans l'Afrique de l'Ouest, il y a des marabouts qui sont des sorciers qui sont respectés. Donc c'est bizarre, hein, voilà, ça dépend un peu le statut qu'on a. Et c'est pas toujours... voilà. Et sachez qu'en Roumanie, la profession de sorcière est officiellement reconnue par l'État depuis 2012. À Bucarest, la capitale, 4 habitants sur 4 en consultent une ou un. C'est fou, c'est dingue. Madame Isjania, hein, vous avez débordé. Mais oui, non, je suis carrée quand même. Je suis carrée à l'école, on va dire ça comme ça. Voilà, ben oui, c'est là que je m'enfuis pour aller manger mes raviolis. Mais ouais, j'ai trop hâte en plus. On entend les casseroles en bas, mais grave. Ça, c'est le signe que ça y est, mais on n'entend plus la machine à pâte. Heureusement que j'ai streamé un peu en retard. Et ben voilà. On se retrouve demain pour un nouveau stream. Là, rien ne va plus avec les cheveux. Pour un nouveau stream, rien ne va plus du tout. Pour un nouveau stream, un nouveau live. Et on va parler culture, actualité culturelle. Bon appétit à vous aussi pour ceux qui n'ont pas mangé. Demain, on finit à 20h. Non. Demain, 19h30. Merci d'avoir été là, encore là. Et tes cheveux canoniques, c'est toujours sympa. Toujours le mot sympa. Et puis, à demain. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye bye.